Plus précisément dans le Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Shop Africa Union. Mais quand tu es nyonso, biloko ya nini yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya solo. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya dino kanyo. Kolia na appétit. Chokona. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info. Je vous emmène encore une fois une autre réflexion, toujours au sujet de ce volcan. Je reçois aujourd'hui, je veux le dire, l'ingénieur Gaston Moulaba, avec qui nous allons parler de cette affaire, de cette histoire, de ce volcan qui a finalement fait autant de morts. Samedi passé, les habitants de Goma ont passé une nuit dangereuse, une nuit difficile, remplie de difficultés, beaucoup d'insomnie, parce que le volcan de Nyiragongo avait donné ou fait sa loi. Les laves qui ont coulé, eh bien, qui s'échappaient de ce volcan ont dévasté, si pas des maisons, mais alors la végétation, des gens, des hommes et des femmes, des bêtes, et ainsi de suite. Vous avez tous vu le bilan. Et donc, assez lourd, le bilan est passé de 15 à 31 dégâts, enfin, des 31 morts. Il y a eu des gens qui ont été calcinés, il y a eu des gens qui ont été rattrapés par le gaz et ainsi de suite, mais aussi des gens morts par la précipitation, à cause des accidents, ainsi de suite. Plusieurs routes endommagées, notamment la route qui relie Goma à Nyiragongo, déjà elle-même avait été très endommagée. Des maisons écroulées, d'autres fissurées, suite au mouvement sismique qui continue d'ailleurs jusque-là. Hier, par exemple, on avait dénoté plusieurs tremblements de terre qui ont même fait des dégâts, beaucoup de blessés et des maisons fissurées. Alors, des grandes questions que l'on va travailler tout à l'heure, ce sera quelle construction pour les zones sismiques? Et quand on sait l'analyse avec les volcans, on en parlera. Est-ce que nous pouvons avoir des constructions assez durables en dehors de la ville de Goma? Est-ce que c'est possible pour l'instant? On en parle. Est-ce qu'il faut une réglementation sismique pour finalement construire en République démocratique du Congo? Nous tentons de répondre à toutes ces questions avec l'ingénieur Gaston Moulaba. Comment allez-vous? Très bien, vous? Ça va. Ça a toujours été pour moi un grand plaisir de vous recevoir. Une si grande intelligence, je crois qu'il faut qu'on en parle. Alors, je suis à votre disposition. Alors, très bien. Parlons-en déjà tout de suite. Ouais. Est-ce que vous avez déjà été à Goma? Ouais, j'ai été à Goma. Vous Plusieurs êtes partout fois. d'ailleurs. J'étais même directeur provincial de l'ancien Kivu. Ah, d'accord. L'ancienne province de Kivu. Donc, Goma dépendait de ma juridiction. Alors, dites-nous, Nyiragongo se trouve à quelle distance de la ville de Goma et comment elle est placée, dans quel emplacement, et puis combien de volcans on a dans la ville de Goma?
disons, dans cette partie du Nord Kivu? Bon, Nyiragongo se trouve à 15 km de la ville de Goma. Vous avez déjà été là? Ouais. J'ai été même à peu près à 1 km, 500 mètres de Nyiragongo. Ah, d'accord. Et ça se trouve sur la route, la nationale numéro 2, qui relie Goma à Beni. À Beni. À Beni, en passant par Rutshuru. C'est la route qui a été bloquée maintenant avec les Ouais. laves et tout ça. Oui, chaque fois quand il y a éruption, les laves. Donc la première victime, c'est la route, c'est la nationale numéro 2. Il y a la nationale numéro 2 et le cimetière de Blanc qui se trouve à côté, qui ont toujours été en quelque sorte endommagés par les laves volcaniques. Ce sont les premières victimes, c'est la route et le cimetière. Alors, des questions que les gens se posent. Nyiragongo, vous avez dit qu'il y a combien de volcans déjà? On a le volcan de Nyiragongo. Bon, il y a, dans la périphérie, il y a 8 volcans. Il y a 2 qui sont complètement éteints. Il y a 6 qui sont là, dont 2 qui sont les plus dangereux, c'est Nyiragongo et Nyamulagira. Alors, Nyamulagira, selon les recherches qu'on a eu à faire, c'est un volcan beaucoup plus dangereux. C'est parmi les volcans les plus actifs d'Afrique, qui se situerait dans le parc Virunga même, on va dire. Oui, il est aussi, ce volcan est entre Goma et Sake, Oui. hein, en direction de Bukavu, toujours sur la nationale numéro 2. Hein, avec une caractéristique exceptionnelle, dans ce sens que la plupart des laves découlant de l'éruption volcanique de Nyamulagira se déversent dans les parcs. Oui. Ah. Parce que on dit que la fontaine de ces laves part jusqu'à 30 km, 32 km. Oui, heureusement que ça va dans le sens contraire. Oui. Au lieu d'aller sur la ville de Goma, la grande partie va derrière la ville, derrière le volcan Nyamulagira. Ce qui veut dire que ça va vers le parc. Oui, ça va, tout ça, c'est le parc. Même Ça- Goma fait partie du parc. Oui, Hein. mais ça tue les animaux, ça tue la flore, ça tue la faune, la végétation, les plantations. Il y a un phénomène un peu exceptionnel, hein, Ok. qui fait que quand ça commence à 1 mois avant que le volcan puisse s'annoncer sérieusement, il faut voir le mouvement des animaux. Et ce qui est bizarre, les animaux détalent. Les déjà. animaux partent. Nous Ok. qui passons sur la route, quand vous voyez beaucoup d'animaux qui commencent à traverser, même de plus petits au grand, c'est que les phénomènes s'approchent. Et c'était comme ça que nos aïeux comprenaient le langage du volcan. Ouais. Lorsque les animaux traversaient, ils se disaient, ben, écoutez, Il n'y avait le volcan pas va parler. d'observatoire à Oui. l'époque. Oui, oui, La meilleure observation, c'était le mouvement des animaux. les animaux. Oui, Parce oui. qu'ils ne se trompent généralement pas, il paraît. Non, pour eux, c'est à partir de l'odeur, Oui. du souffle là. Ah, il vide. Hmm. Il y a l'odeur et la chaleur. La chaleur. La chaleur. Alors, mais la question qui me revient, c'est que on dit que le volcan, par exemple, de Nyiragongo, la première fois qu'il est rentré en éruption, c'est en 1977, si je ne me trompe pas. Et puis en 2002. Et puis en 2021. Non, Nyiragongo est dans un phénomène cyclique de 15 à 20 ans. Avec des petites éruptions intermédiaires entre cette chose. Parce que le phénomène en 1977, c'était le 17, donc en 1977, il y avait une éruption qui, au lieu d'aller sur la ville de Goma, ça s'était dirigé dans les domaines de Kakale, sur la rivière Rutshuru à peu près. Avec quelles conséquences? Bon, en 1977, il n'y avait pas beaucoup de décès parce que les laves ne sont pas entrées dans la ville de Goma. Oui. Se sont dirigées maintenant vers, en quelque sorte, le Rwanda. Ok. Hein? C'est allé vers eux là-bas. Ce n'est pas arrivé là-bas, ils ont eu la chance qu'il y a la rivière Rutshuru qui a absorbé les laves qui étaient là. Mais dites-nous, Monsieur Gaston, quand la lave rencontre l'eau, qu'est-ce qui se passe exactement? La lave se refroidit ou c'est l'eau qui se réchauffe? Bon, quand la lave quitte le volcan, ça quitte à une température de l'ordre de 1000 à 1200 degrés centigrades. D'accord. Dès que la lave est en contact avec l'air, ça commence à baisser de température. Et ça baisse sérieusement de température. Quand ça rencontre maintenant l'eau, ça crée l'acide sulfurique. C'est mortel. Ah.
C'est mortel quand ça arrive là-bas au niveau. Ok. Le premier Pourquoi contact on a là. demandé aux gens de ne pas boire de l'eau. Oui, c'est mortel. Ça, le premier contact là, ça dégage l'acide sulfurique. Donc ça peut vous calciner vous-même. Ah, d'accord. oui. Juste Oh. cette vapeur-là. Oui. Donc, vous ne pouvez même pas rester aux environs parce que, quand, par exemple, en 77, quand il y a eu éruption, nous sommes allés là-bas. Mais on ne s'est pas approché à moins de 500 mètres. À moins de 500 mètres. On avait la chaleur que nous ne pouvions pas supporter. D'accord. Ouais. Une semaine après, on s'est approché, on était à 20 mètres. On était allé même au-dessus de quelques laves. Mais c'est Ah, encore... ça va prendre autant de temps comme ça, 1 semaine, 2 semaines? Oui, ça prend du temps pour se refroidir parce que vous aurez une histoire qui... La chance de ces laves-là. Vous savez, les laves descendent à 100 km à l'heure. 100 km. Oui, entre 60 et 100 km à l'heure. Ça court plus vite que moi. Mais Dieu est très bon. Souvent, il y a des vallées. Ok. Avant que la lave aille dans la pente là qui est à... Parce que vous savez, le niveau supérieur de Nyiragongo est à une altitude de 3400 mètres. Et le lac Kivu est à 1480 mètres. Ok. Donc il y a une dénivelée de l'ordre d'à peu près 1500 mètres à une vitesse de 100 km à l'heure. S'il n'y avait pas d'obstacle, je ne pense que personne ne résisterait. Personne n'est à mesure de fuir. 100 km. Oui, oui. Pas possible. Ça peut arriver comme c'est arrivé. Vous savez que Nyiragongo il y a 1500 volcans à travers le monde. Nyiragongo est troisième. Donc c'est un volcan le plus dangereux avec son voisin Nyiragongo. Nyiragongo, je n'ai pas peur parce que ça devait être dans le sens contraire. On parle de Nyamulagira. Nyamulagira plutôt. Ah d'accord. C'est le troisième volcan. Non, le troisième volcan c'est Nyiragongo. Ah, Nyiragongo. Nyiragongo le plus dangereux. Ah, donc Nyiragongo est plus dangereux que Nyamulagira. Oui, quand vous voyez Nyiragongo est en hauteur, c'est vraiment un pic, hein, c'est une cône. Donc dans ce sens-là, ce sont des pyramides avec tronquées en haut. Hein? Et il est à 3450 mètres d'altitude. Et quand vous voyez les laves qui quittent là-bas et qui descendent à 160 et 100 km à l'heure, c'est pour ça que sur son parcours, ça ravage tout le monde. Il n'y a personne qui a le temps de bouger. Mais Dieu a fait de manière qu'il y ait des vallées. Avant, ça vient, quand ça arrive dans une vallée, ça doit remplir la vallée. Ouais. Et puis, pour repartir pour repartir dans l'autre partie. Oui. C'est comme ça. Ça va en cascade. Donc, si c'était dans une pente ou dans une pente directe, on est foutu. Ouais. Vous savez, Nyiragongo n'est pas loin de l'aéroport de Goma. Oui. L'aéroport de Goma aussi est frontalier au Rwanda, parce que c'est à peu près 800 mètres de la frontière. Hein? Ce qui fait que l'aéroport tel qu'il est situé, c'est ciblé déjà par le volcan. S'il n'y a pas d'obstacle, c'est l'aéroport qui doit être attaqué d'abord. Alors, mais ingénieur, est-ce que ce n'est pas une erreur de construction? Pourquoi ils ont construit une ville sur une poudrière, carrément? Bon, vous savez, la nature, hein, quand on voit les beaux, on voit l'art. Vous savez que Goma est pittoresque. Ça veut dire pittoresque? Ça attire le tourisme, les touristes, et puis c'est très beau. Oui, c'est très beau, c'est vrai. Il y a un beau climat. C'est la Suisse de la RDC, le début. Hein? Quand vous voyez même tous les reliefs, vous avez les lacs qui est splendide. Hein? Vous savez, aujourd'hui, il y a la solution, si on devait normalement trouver une solution au problème, d'éviter que nos amis de Goma ne puissent pas connaître ce que les Italiens avaient connu en 79. Il y a toute une ville italienne qui a disparu. Hein. Ah, expliquez-nous, hein. C'est toujours bien de savoir. C'était Vésuve en Italie en 79. Les volcans, les gens n'avaient pas le temps, malgré la présence de tous les instruments d'observation, mais les volcans, il y a eu éruption et toute la ville a été... Et tout le monde il y a ceux qui sont morts par les laves et ceux qui sont morts par l'aspiration seulement du soufre là. Et donc, mais oui, alors. Le volcan, c'est une bombe. Justement. Au même titre que les bombes atomiques, la bombe atomique. Oui.
J'aurais bien voulu savoir Hein? comment il est créé, les volcans. Quelles sont les causes de ces éruptions? Ça vient d'où? Est-ce que c'est l'homme qui cause un problème? Est-ce Non, que c'est la nature elle-même? Pourquoi on arrive à ce point? j'aimerais que vulcanologue puisse vous expliquer, parce que Malheureusement. moi, qu'est-ce que je vois là-bas? Ouais. Je vois que c'est comme un océan de lave qui est enfermé dans un enclos et où il y a le magma. Le magma, donc, ça bouge dans tous les sens. Quand ça se fâche, ça Ça sort. sort. Oh, du moins, C'est tout ce que je peux vous dire d'une façon Donc, c'est élémentaire. on va dire un réservoir magmatique à l'intérieur Oui, qui peut rentrer en éruption. dès que ça chauffe sérieusement à une certaine température, ça part. Ça part. Oui, oui. Mais alors, pourquoi construire une ville à côté d'un phénomène comme ça? Bon, moi, je ne saurais pas vous répondre. Et on a qu'à constater que la ville existe là-bas. Et la ville est très belle. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y avait une décision, en fermant les yeux, on dirait qu'on on déloge. Qu'on déloge ou qu'on part construire ailleurs. On déloge tout le monde. Mais comment ça se passe ailleurs? Comment ça se passe par exemple dans des pays où il y a aussi des volcans? Est-ce qu'on construit aussi, fortement là-bas ou on Il essaie y a des d'aller avant zones interdites. On respecte quand même ce qu'on appelle les zones vertes. par exemple? Chez nous, on ne respecte pas ça. Parce que Parce que même si on ne délogeait pas, on ne délocalisait pas toute la ville de Goma, mais toute la périphérie de Birere, de Bouéné, jusqu'aux environs de Kibumba, on devrait normalement délocaliser tout le monde. Parce que c'est un espace qui est toujours ciblé par les premières réactions des laves. alors, je voudrais savoir, lorsqu'on réfléchit, on se pose des questions. Quand il y a volcan, par exemple, l'on peut, si on a une structure qui, comme avec l'OVG, on peut avertir les gens. Les gens peuvent fuir, les gens peuvent être finalement sauvés. Mais ce sont les infrastructures que vous allez mettre en place qui seront finalement dévastées. Parce que comme vous dites là, c'est 700 degrés, 1000 degrés. Je ne vois pas une bâtisse qui va supporter cette chaleur-là. Vous voyez. Alors donc, on perdra comme ça tous les 15 ans, on commencera à perdre des immeubles, des routes, et ainsi de suite. Pourquoi ne pas aller à Sake, à Minova, à Bunga, un peu là-bas? Vous voyez les instruments que nous avons, qui sont des instruments sismiques d'observation. Un type comme ça qui observe n'a pas ce qu'on appelle cette capacité d'empêcher. Tout ce qu'ils ont là, ils n'ont pas cette capacité d'empêcher l'éruption. Ils ont seulement la capacité d'observer. Okay. Et les instruments qu'ils ont ne vous donnent que deux résultats. Oui. Le premier résultat, c'est ça vous donne l'ampleur de l'énergie libérée par ces laves-là. À la sortie, quelle est l'intensité qu'on appelle la magnitude là, selon l'échelle de Richter. On vous dit la magnitude 5, comme à Goma là-bas, c'est 5. C'est une magnitude modérée. Dans les concepts des sismologues, cette magnitude est modérée. Modérée pourquoi? Parce que les maisons bien construites, selon les normes sismiques, vont résister. Okay. Tandis que les maisons qui n'ont pas respecté les normes sismiques vont être fissurées. C'est le constat qu'on va voir entre Goma, parce que la magnitude est entre 5,1 et 5,9. Donc c'est la magnitude modérée. Okay. Donc il y a un style de construction pour ces zones-là. Oui, les styles de construction, ça entre dans le frettage des armatures. Au lieu de, vous voyez, c'est quand vous voyez, même si vous n'êtes pas dans la construction, les gens mettent, il y a des étriers rectangulaires ou bien triangulaires qu'on met. Tandis que là-bas, il faut fretter aussi pour résister au tremblement. Okay. Ouais, c'est toute une norme technique dans la construction des bâtiments qu'on impose dans tous les espaces sismiques. Alors, quel est l'avantage du volcan, ou sinon, quel est l'avantage de l'éruption du volcan dans la nature? Ça nous amène quoi et ça nous aide en quoi? Ah, vous demandez, c'est une question qu'il faut poser à Dieu. Oui. Normalement, vous savez, Dieu a fait, je vous ai dit qu'il y a au moins 6 volcans aux environs de Goma. Oui. Il y avait 8 du côté, 8 si on ajoute les deux des Rwanda, qui sont les Visoke et les Sabigno. Mais sinon, autour de Goma, même à la frontière avec le Rwanda, à Karisimbi,
à Karisimbi qui est vraiment un volcan frontalier. Oui. Donc une partie du volcan, c'est le Rwanda et une partie ici chez nous. Or, Karisimbi a cessé d'exister, à émettre d'éruptions là, depuis 8000 ans avant Jésus-Christ. 8000 ans. 8000 ans avant Oui, Jésus-Christ. mais eux, ils disent que les volcanologues disent qu'il faut 10 000 ans pour considérer un volcan totalement éteint. Or, avec Karisimbi, si on prend 8000 ans avant Karisimbi, c'est 2000 8000 ans. Il ne se manifeste plus. Oui, 2000 ans après lui, c'est Ouais. 10 000 ans, on peut Lui, dire... bon, c'est il bon, ne se manifeste. C'est comme l'autre de Bukavu, là, Oui. juste à la place de l'indépendance. Celui-là, on n'en parle plus. C'est un ancien volcan. Donc, toute la RN2 que vous voyez là-bas, entre Bukavu et Rutshuru, c'est une chaîne volcanique. Oui. Je connais quelques volcans, j'ai eu à l'étang de les... Je ne sais pas si j'avais photographié. Ah là là, je ne sais plus. Voilà, je me retrouve. Il y a le volcan Karisimbi, Ouais, dont vous ouais. parlez, Ouais, 4000 mètres. Oui, 4600. Oui, 4000, oui, 4500. 507. Pour être Hein? exact. 4507. Oui, c'est après, oui, c'est à 8000 ans que ça va arrêter, avant Jésus-Christ. 8000 ans. C'est avant la dernière Jésus-Christ. éruption. Oui, oui. Et puis il y a le Mayamoto. Bon, les Mayamoto continue, il n'est pas dangereux. Oui, Mayamoto, quand vous allez aux environs, surtout quand vous quittez Kiwanja, vous allez vers Kanyabayonga, vous trouvez maintenant des espaces où il y a de l'eau chaude. oui. Vous pouvez même cuire faire votre omelette avec ça. Hein? Vous avez même votre œuf, je ne sais pas qu'on appelle l'œuf dur, là, chauffer. Vous pouvez chauffer sans chercher quoi que ce soit. Il n'y a pas de solution chimique qui serait nocif pour la santé avec Bon. ces taux-là. Ça sort dans les pierrailles. Je ne connais pas les caractéristiques chimiques de cette eau. Mais je sais que quand on doit les mettre, vous voyez votre œuf, l'œuf dur. Quand vous faites un œuf dur, il est couvert complètement. Quand vous mettez dedans, il y a très peu, je ne sais pas, à moins qu'il y ait des chimistes qui peuvent nous dire qu'il y a pénétration des... Mais c'est 950 effets nocifs. mètres seulement. 950 mètres, c'est à peu près 1 kilomètre. Ça, c'est rien. Ouais. Il y a celui-là, il y a Romuka aussi. Oui. Romuka aussi qui est à 1711. Il est court, mais il n'est pas nocif. Le volcan Le n'est pas Mayamoto n'est pas nocif. Hein. Non, non. Ok. Il n'y a aucun danger. Il y a les Nyamulagira. Les Nyamulagira, c'est... Le plus dangereux, c'est le Nyamulagira. Mais, vous savez, Nyamulagira, quand il avait une fois, quand il avait orienté ses laves vers Goma, ça fait des effets qui sont visibles jusqu'aujourd'hui, entre Sake et Goma. En 2006? Parce que c'est la dernière... Parce que élection. ça, c'était l'orientation, pas 2006, c'était même avant, parce que moi, ce phénomène-là est arrivé avant que je sois directeur provincial au Kivu. Quand vous allez maintenant, vous suivez le lac Kivu, en allant, vous arrivez à Sake, vous commencez à vous diriger vers Kiroche ou bien Minova, vous allez voir dans les coins du lac Kivu, vous trouverez maintenant, les laves ont créé tout autour, ils ont créé un lac dans l'intérieur du lac. C'est-à-dire ils ont fait un mur de soutènement qui a encerclé une partie du lac. Et c'est ça qu'on appelle le lac vert. Ah, d'accord. Mais il y a aussi le lac, disons le parc, je veux dire, le volcan Niragongo, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Il y a le volcan Chibinda. Le volcan Chibinda, ça se trouverait où, je ne sais pas. Chibinda est à l'extrémité de ce qu'on appelle les massifs de Virunga, mais il est sans effet. Oui, parce que c'est moins de 2000 ans. Depuis 2000 ans. Il est sans effet. Oui, sans effet. Et Visoke? Visoke est à la frontière avec le Rwanda. Mais pourquoi c'est moi cette partie de l'Est là qui a beaucoup de volcans là-bas? Est-ce qu'en dehors de là, il n'y a pas d'autres volcans au Congo? Bon, vous savez, dans la chaîne de volcans à travers la chose, il y a là-bas. Et si vous devez en trouver d'autres, vous allez les trouver au-delà de Beni, vers Rwenzori, à la frontière. Donc c'est toujours à l'Est. Il n'y a pas de volcan à l'Ouest, au nord, à l'Est, on dirait que c'est un phénomène qui suit les grands lacs. Hein. Peut-être, certainement. Mais dans cette partie-là. Alors, parmi les avantages du volcan, on nous parle de sources des minéraux durs, on parle du soufre, on parle du cuivre, de l'or et de l'argent. Ça se produirait... Bon, les géologues disent ça. Moi, je n'ai pas une certitude.
Moi, en tant que bâtisseur, je trouve du basalte là-dedans. Ça m'intéresse, moi, dans la construction. La plupart des maisons à Bukavu, quand vous voyez, ils utilisent les basaltes, là, les concassés en basalte. Ils rendent des fertiles, je crois, ils rendent fertiles les terrains agricoles. Oui, ça fertilise les terres. Ah. Le côté positif du volcan. Des laves, c'est que les laves sont fertilisantes. C'est vrai. Oui. Et quand vous voyez, c'est pour ça qu'aux environs de là, quand vous allez à Kibumba, qui est le grenier de la ville de Goma, vous trouvez tout. Hein. Vous admirez, vous savez, on veut manger le bio. Mais quand on doit arriver jusqu'à admirer ce qu'on doit manger avant qu'on les prépare ou bien avant qu'on les découpe, ça fait plaisir. Oui, oui. Contempler la végétation. Et c'est à cause du volcan, c'est à cause des laves. On dit, c'est les laves, tout le monde dit que après les laves, nous avons constaté, j'ai vu, j'ai assisté au volcan de 77. Peu avant 94, il y avait encore le volcan qui a eu un phénomène un peu, je ne saurais pas expliquer ça. Ce phénomène de 94 a fait que ça coïncidait avec l'assassinat d'Abiy Ahimana en avril 94. Il y a eu une ruée de tous les Rwandais vers Goma en destination de Bukavu. Et cette masse a fait que cette lave qui était presque en éruption s'est arrêtée. Okay. S'est arrêtée net jusqu'à reprendre un tout petit peu en 97. Et puis, il y a eu ce phénomène de 2002. Donc, tout le retard accumulé en attendant que les réfugiés quittent l'endroit, parce que ça, c'est Dieu qui les met de temps et de circonstances. Oui, oui. Avant qu'ils quittent l'endroit, ça a accumulé cette attente pour exploser en 2002. En 2002, il y a eu cette éruption la plus désastreuse de Nyiragongo qui a tué plus de 250 personnes à Goma et qui a déversé sur l'étendue du parcours 15 à 20 millions de mètres cubes de lave qui sont sortis de Nyiragongo. C'était 15 à 20 millions, d'autres disent même 25 millions de mètres cubes. C'est pratiquement un fleuve. Oui, mais le Nyiragongo, c'était notre lac. Ouais. À l'intérieur du Nyiragongo, c'est le lac de lave. Est-ce qu'il y a des moments où le Nyiragongo est totalement en inaction? Où on peut approcher à 2 mètres ou à 1 mètre du trou? Je ne sais pas si je peux vous conseiller d'être aux environs. Même les touristes qui montent là, je ne sais pas. Oui. Ça, il faut demander au volcanologue de Goma, ceux qui font l'observation, je ne sais pas s'ils s'approchent. Mais alors dites-nous, est-ce que... Parce que même les avions ne survolent pas souvent de ce côté-là. Oui, oui. Parce que c'est l'unique volcan qui a au moins un tronc béant. Oui, très béant parce qu'il est très ouvert en même temps. Oui, il est très ouvert. Oui. Au point où on peut prendre des photos, parce qu'on a vu des photos 3 mois avant, où l'on pouvait voir comment c'était, comme vous dites, un vrai lac. Il faut le voir Nyiragongo pendant qu'il fait beau à Goma. Ça fait beau à voir. Vous voyez les photos, quand on peut vous les donner sur Nyiragongo, c'est la beauté extrême. Et très tôt, les matins, vous voyez comme si c'était de la neige au-dessus. Exactement. Hein? Exactement. Comme je me rappelle, encore tout jeune, on pouvait voir ça. Mais c'est que j'ai toujours pensé, moi, parce que j'ai constaté, j'ai vécu la coulée de lave. Je n'étais pas à 100 mètres, mais j'étais au moins à 500 mètres. J'ai vu comment ça a détruit même ma route, parce c'est moi qui m'occupais des routes. À ce moment-là, j'étais contacté par le chef Nyangezi de Rutshuru, qu'il fallait écoute, et j'avais même changé les tracés. En 77, j'avais changé en 81 que j'ai changé les tracés de la nationale numéro 2. Oui. Mais ce phénomène de 2002 était extraordinaire. N'y était aussi le retardement des vallons. Ça allait être pire que ça. Alors, et là, les gens savaient, parce qu'à Goma, qu'est-ce qu'il y a? Les gens sont habitués aux couleurs des drapeaux qu'on met dans tous les coins des rues. Oui. Si c'est telle couleur, on dit non, c'est encore loin. Hein? Il n'y aura pas d'éruption.
Si ça arrive au moins à jaune ou bien à rouge, si c'est rouge, tout le monde commence à chercher à partir. Oui. Cette fois-ci, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, les gens n'étaient pas au courant. Oui, l'OVG a dit qu'il n'avait pas de méga, Donc, il n'avait pas d'internet pour même suivre ça, l'évolution. ceux qui font le voyage entre Kibumba et Goma, ils devraient voir le mouvement des bestioles. Ah, peut-être ça aussi. Non? Même les villageois pouvaient dire aujourd'hui, parce que vous avez des gens qui ont des vélos de Tchoukoudou, Les Tchoukoudou, oui. qui viennent presque à pied. Oui. Ils constatent ça. Et eux constatent tous les jours. Oui, oui. Mais à suivre, par exemple, le ministre de la Recherche scientifique, il a dit qu'il s'attendait d'ailleurs à Nyamulagira. Et ce n'était pas Nyiragongo, en fait. Les gens s'attendaient à Nyamulagira. Là, il s'est trompé. Oui. Parce que Nyamulagira, c'est presque chaque année qu'il fait son éruption. Comme c'est une éruption que je peux appeler, je peux constater comme c'est une éruption négative. Elle n'est pas positive dans le sens d'aller déranger Goma, mais elle est négative par rapport à Goma. Okay. Donc ça va dans le sens contraire. Oui. Et puis ça se trouve dans la végétation. C'est généralement chaque 2 ans selon les... Avec beaucoup de poches. Hein? Oui. Ah bon, c'est simple. Alors, mais comment on fait pour construire dans la ville de Goma? Est-ce qu'on respecte la réglementation sismique, par exemple? Est-ce qu'il y a un permis spécifique que l'on donne à ceux qui veulent construire là-bas pour dire, écoutez, vous êtes dans une zone très dangereuse, vous êtes sur une poudrière, voici de telles façons que vous allez construire? La division de l'urbanisme existe. La division des titres fonciers existe. Mais pour aller savoir si, en attribuant des parcelles et en attribuant des autorisations de bâtir, est-ce qu'on respecte ou bien on ne respecte pas, moi je ne suis pas à mesure de vous dire quoi que ce soit. Mais si on vous demandait à vous un conseil, qu'est-ce que vous diriez par rapport à la ville de Goma? Délocaliser, décourager les nouvelles constructions, laisser des structures légères, avoir des forteresses, créer des couloirs, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il y a d'abord la première réponse qui est nette, c'est délocaliser Goma. Okay. Or, délocaliser ces bijoux, personne ne sera d'accord avec moi. On va dire, est-ce qu'il n'y a pas l'intermédiaire, une mesure intermédiaire? La mesure intermédiaire est celle-ci. Tout ce qui trouve dans la périphérie de 12 km de Nyiragongo, là, il se sent pitié, il faut faire partie, déguerpir tout ce monde-là et les amener vers Sake, en direction de Minova. C'est là où il y aura la grande... Parce qu'ils ont la même configuration, ils ont le même lac qui donne le même méandre, mais comme les gens sont obstinés à rester à Goma avec des édifices existants, mais je suis encore content un peu, parce que j'ai vu que Goma a tendance aussi à aller dans le sens d'aller vers Sake, de s'étendre de ces côtés-là. Oui, on a vu ça aussi. Oui, oui. C'est ça qu'il faut encourager. Et que les structures comme la division de l'urbanisme pour le lotissement, que le lotissement se fasse dans ce sens-là. Mais pour ceux qui doivent rester, parce que les grands édifices se trouvent à Goma, ce sont des grands investissements, ce sont des millions qu'il faut protéger. Alors il faut voir la topographie du volcan Nyiragongo. C'est que nous avons l'habitude de voir la face qui est devant la nationale numéro 2. Il faut connaître maintenant quel est le comportement topographique de Nyiragongo sur la face de Mwesto. La deuxième route qui relie Sake vers Kanyabayonga, mais qui passe derrière Nyiragongo. Est-ce qu'il y a un bassin versant qui peut intéresser du moins certaines forteresses que nous proposons de faire à 1 kilomètre de la base de Nyiragongo? Si on peut faire des forteresses, c'est-à-dire entreposer avec le matériau que Nyiragongo nous a donné, donc les laves, en faire vraiment des pyramides continues sous forme d'une forteresse. Ah, d'accord. De manière à... Pour orienter les laves. À les orienter. Parce que le problème, c'est orienter les coulis. Okay. Si le coulis est orienté, à un certain moment donné, ça part. Et puis quand vous devez le faire, il faut le faire en 3-4 forteresses. Parce que je vous ai dit que ça descend à 100 km à l'heure. Ça peut prendre, ça peut se c'est pas facile de ça se déverse encore, il faut les retenir. Comme ça, on a diminué quand même la vitesse. Quand on diminue la vitesse et que le coulis de mieux, parce que si on va tout droit, l'endroit le plus... c'est l'aéroport. Le plus proche d'abord, le plus proche de Nyamulagira, c'est le Rwanda. Oh là, là. Là, vous aurez des problèmes avec le Rwanda. Si vous faites une forteresse qui débouche sur le Rwanda, vous avez des problèmes. Mais si vous avez ce qu'il faut empêcher, c'est
que les colis aillent vers l'aéroport. Parce que l'aéroport, c'est encore là qui est proche à 15 km de Nyiragongo. Ce qu'il faut maintenant, il faut faire les contours si on contournait Madjengo. Et il faut voir maintenant quelle est la topographie du terrain là-bas. Parce qu'on ne peut pas s'aventurer, même si on a un BRH puissant, d'aller faire le bouclier autour de Nyiragongo. Parce qu'on ne connaît pas. Il y a des crevasses qu'on voit. Il y a des fissures. Vous risquez d'aller provoquer ce qui était endormi. Oui, justement. Donc la seule possibilité, c'est l'entreposage. Okay. Faire un mur comme les Romains faisaient à l'époque, des entreposages. Et ça conduit les laves au lac. Alors, pour contenir à peu près 15 millions de mètres cubes, il faut au moins 1 kilomètre de forteresse, une caisse d'au moins 1 kilomètre ou à 2 kilomètres sur 15 mètres de hauteur, et qui peut contenir déjà la première lave, la totalité des laves qui viennent. C'est une façon imaginée. Imaginez pour que vous compreniez les 15 à 25 millions de mètres cubes de lave qui ont été versés sur Goma en 2002. Donc ça, c'est tout un lac. C'est tout un lac. C'est tout un lac, donc vous allez contenir le lac. Et puis quand on s'entre dans les lacs, c'est pour ça que le lac est tellement gazeux. Oui, je comprends. Et c'est encore un autre phénomène qui risque d'être plus que la bombe atomique sur la ville de Goma. Le gaz il risque de dormir pour ne plus se réveiller toute la ville. Oui. Il n'y aura pas de destruction, mais ils risquent de dormir pour ne plus se réveiller. Un bombardement, alors, terrible. Ce qu'il faut maintenant, il appartient au gouvernement d'envisager l'exploitation du gaz méthane du Kivu. Oui. Ça nous permet au moins à utiliser le gaz qui est là. D'évacuer la concentration. Oui. Et ça nous donne quoi quand on traite ça? Ça vous donne l'électricité. Au moins ça. Oui. Moi, je pense que c'est une des solutions. Donc, si on se résume, l'espace qui est dans un rayon de 12 km de Nyiragongo, il ne faut pas autoriser le paiement et les choses de la construction. Mais on peut faire comme des plantations. Le lotissement. Là, il faut délocaliser tout le monde et les amener soit sur la route de Sake, soit au-delà de Rutshuru, à Kiwanza. Ok. Et à Kiwanza, il ne va pas courir un risque de Nyamulagira, non? Non, vous savez, Kiwanza, on commence à s'éloigner de tout. Tous ces volcans sont proches du Rwanda. Or, à Goma, nous sommes à 800 mètres de Rwanda. Dès que nous sommes à Nyiragongo, nous sommes déjà au moins à 2 km. Hein? Dès qu'on arrive à Rutshuru, pour aller à Bunagana, nous sommes déjà à 21 km de la frontière du Rwanda. Et puis, quand on avance un tout petit peu, on n'est plus au Rwanda, on est déjà à 61 km de la frontière avec l'Ouganda à Ishasha. Et donc à l'abri. Oui, on est à l'abri de tout à ce moment. Mais quand vous êtes à l'abri, vous n'êtes pas non plus, vous ne profitez pas. Là, pas. On est dans les hauteurs, maintenant on va retrouver les montagnes de Kabacha. Alors, mais là, est-ce que vous avez la même verdure? Est-ce que vous avez le même climat? Est-ce que vous avez la même beauté? Est-ce que vous avez la même spécificité que Goma? C'est très beau quand vous montez les montagnes de Kanyabayonga qui sont sous la surveillance des léopards, en bas. On fouillait, moi je me rappelle de ces villes parce qu'on fouillait. Vous avez maintenant une côte là, pittoresque, avec des haricots qui ont que Dieu a dessiné de sa façon. Hein? Et puis vous avez des escarpements de type de Timbo. Et vous descendez dans l'école de Milâtre, là où on a mis les métis à Ndoluma. Et vous retombez maintenant dans les pâturages terribles de Bikara. C'est beau, plus beau que beau. Ça me fait plaisir quand vous parlez. Et puis vous remontez maintenant à Lubero où vous trouvez des pommes de terre qui ont la taille de votre tête. Et vous avez Masereka qui est à... Je pense que les gens là doivent être contents avec l'état de siège. Parce que tout ce qui manquait de ce côté-là, c'est la sécurité. Dès qu'il y a la sécurité, le reste, ça pousse de soi-même. Est-ce que vous pensez que la ville de Goma peut être transformée en une véritable source de revenus en termes de tourisme et bien d'autres? Avons-nous des choses à présenter aux autres? Beaucoup plus. Même ce dont nous n'imaginons pas. Tout est prêt à Goma. Vous avez la nature. Vous avez le sol qui vous montre toutes ces capacités de l'écosystème.
Vous avez les sous-sols, des coltans, vous avez de l'or. Est-ce que ça... j'ai envie de savoir si vous pensez aujourd'hui que nous pouvons démarrer à ces stades, je ne sais pas si on doit appeler ça un écotourisme ou une véritable campagne de tourisme là-bas. Oui, le tourisme a toujours existé, même. C'était ça, du moins, si les Belges ont construit Goma, c'était surtout à cause du tourisme. Vous avez, à quelques kilomètres de là, vous avez les parcs de Virunga qui vous montrent tout, parce qu'il y avait toutes les bêtes possibles. Avec le braconnage d'aujourd'hui. Bon, tout ça avec la sécurité. C'est pour ça que moi, j'ai applaudi de 2 mains l'état de siège. Oui. Parce que là-bas, les bêtes, on nous a parlé quand nous étions à l'école primaire du paradis terrestre. Oui. Voilà un paradis. Scandale zoologique. Parce qu'à l'époque, quand on allait même au parc de Virunga, on se promenait, on se croisait avec les bêtes qu'on dit féroces, mais on n'avait pas peur. Oui. Nous allions tous à la Vichumbi, on faisait Vichumbi, je vois encore. On faisait la pêche. Je vois encore. Mais le parc de Kaouzi-Biega se trouve où exactement? Kaouzi-Biega, c'est ça, le côté touristique de Bukavu. Donc le Kaouzi-Biega, c'est un peu le Virunga de Bukavu. C'est le Virunga de Bukavu. Ah, d'accord. Quand vous quittez Bukavu, vous faites, disons, 11 km. Hein. Vous arrivez là-bas, vous entrez maintenant à gauche. Vous remontez sur c'est le début même de la nationale numéro 3 qui relie Bukavu à Kisangani. Cette route qui fait aujourd'hui, j'applaudis encore l'état de siège. Parce que les phénomènes, la partie rouge, c'est là. Du côté, entre Bukavu et Goma, la partie rouge, c'est Walikale. Walikale. C'est la route qui va à Walikale, qui traverse d'abord le parc de Kaouzi-Biega pour aller maintenant vers Bunyakiri, Hombo. Et à partir de Hombo, c'est la circulation. Ça a beaucoup aidé aux rebelles de faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Oui. Entre Hombo, Itebero, Walikale. Et de l'autre côté, parce que les deux routes, la route qui vient de Goma et la route qui vient de Bukavu, se croisent pour aller Kisangani à Walikale. Donc la route de Massis, qui passe par Louchebere. Louchebere, ça arrive à Walikale. La route de Goma, ça arrive jusqu'à Miti, à mi-chemin de la route de la RN2. Et de Miti, ça traverse le parc de Kaouzi-Biega chez les gorilles pour aller à Hombo, Walikale. Eh bien, c'est très merveilleux parce que vous avez la maîtrise totale de toutes ces villes. C'est ce qu'on devait faire. Oui. Pour éviter, faire de Goma, laisser le tourisme à Goma, le sous-sol qui est tellement onéreux de Goma, l'orienter sur ces deux axes routiers. Oui. Et faire ce que les Belges avaient fait à Itebero et ce que il y a une société qui s'est implantée aussi à Walikale, que le comptoir concerne tous les artisans là, qu'ils soient tous focalisés vers ces points. Ça aiderait le Congo. Au lieu qu'on ait la transformation du coltan, de tout au Rwanda ou en Ouganda. Qu'on aille là-bas, d'abord, ça se trouve en dessin de toutes les attaques que nous avons connues dans ces pays. Ça s'est centré sur le camp de Rumangabo. Le camp de Rumangabo, comme il est frontalier, frontière avec le Rwanda, dès que les gens dorment ou bien ils ne connaissent pas qu'on vient les attaquer, on a attaqué ces camps facilement. Donc on a constaté que depuis 30 ans, tout ce qui est comme attaque, avec les casernes qui sont le long des frontières, c'était une faiblesse en même temps pour le reste de nos troupes. Parce qu'ils n'avaient pas le temps de faire ce qu'on appelle le repli et puis pour revenir. Oui, justement. Alors il faut mettre maintenant au-delà des montagnes. Mettre ce que le général Mbouza Mabé avait fait à Bukavu. Quand il a vu qu'il était attaqué sérieusement par les Kundabatouars et tout ça, il est remonté vers Walungu, dans les montagnes, vers Bourale. Et de là, il s'est organisé pour descendre et il a eu la ville facilement. Oui, mais c'est justement ce que les grands maîtres de la guerre disent. Il faut un repli stratégique. Il faut aller en altitude et puis voir un peu comment ça se passe. Alors, il remonte. Donc, c'est cette altitude qu'il faudrait mettre au bénéfice maintenant de la stratégie de défense de ces pays et même du développement. Et de l'autre côté, maintenant, je vous ai dit dans l'émission passée,
nous avons une gangrène maintenant de la jeunesse. Cette jeunesse pullule. Il n'y a aucun investisseur qui peut arriver à résorber la quantité de jeunes que nous avons. Il faudrait revenir sur la piste agro-pastorale telle que je l'avais dit. Et plus précisément maintenant, nous avons le phénomène état de siège au nord Kivu et sud Kivu. Oui, par exemple. Nous avons toutes ces jeunesses qu'il ne faut pas, après avoir chassé toutes les forces négatives, laisser ces jeunes-là sans occupation. Oui, ben parce que ça va revenir encore. Et ces jeunes qui peuvent arriver à révolutionner sur le plan développement de ces côtés-là. Parce que le Kivu, quand on le dit aujourd'hui, c'est la seule province, les grands Kivu, qui a des fermiers qu'on appelle les gens qui ont des coopératives et qui fonctionnent parce qu'ils ont fonctionné avec des microfinances venant de plusieurs humanitaires. Et ils ont des structures organisées qui pourront aider même le reste du pays. Parce que dans ces pays, si on arrive vraiment à occuper toute la République démocratique du Congo, il faut créer 15 000 coopératives. 15 000. Vous avez répertorié 15 000. Oui, 15 000. OK. Quand on crée 15 000, on peut garantir 40 millions d'emplois. 15 coopératives. Parce que les coopératives, ce sont les encadreurs. Ils encadrent les fermiers, c'est-à-dire les PME. Les PME, ce sont des villageois. Et les villages, il y en a beaucoup. Hein? On a dit 80 000. Mais quand vous calculez tout, avec 100 villageois par 100 familles par village, vous arrivez à 8 millions de PME. 8 millions de PME, dans chaque famille, il y a au moins 5 personnes valides qui peuvent travailler. 8 millions multiplié par 5, ça fait combien? Ça fait 40 millions. Mais dans quel secteur? Quels sont les secteurs prioritaires? Les secteurs prioritaires, c'est l'agro-pastoral. Point barre. Parce que ça, on peut organiser à moindre frais. Tout ce que nous cherchons, je suis à la télévision, parfois je tombe malade. On va chercher des millions ailleurs pendant que nous avons ici. Et pour ça, ça demande combien de millions? Je vous ai dit dans toutes les émissions, je vous ai dit qu'une PMA coûte $100. Et on peut négocier, même si la famille n'a pas $100, on peut faire le troc. Okay. Avec ce qu'ils ont comme marchandises. Alors pour créer 15 millions d'emplois, disons pour créer 40 millions d'emplois, 15 000 PME, il faut 15 000 PME, et une PME, et 8 millions de PMA. PMA, c'est petites et moyennes entreprises agricoles, c'est l'équivalent d'une famille, d'un ménage. C'est $100. C'est $100. Dans les 15 000, on a 15, ça fait combien? Les 15 000 coopératives coûtent, une coopérative pour l'installer coûte $350 000. Okay. Donc on ne peut pas installer les tout à la fois. Il faut y aller lentement. Et puis pour maintenant, tous les produits, quand on va maintenant les récolter, il faut qu'il y ait quand même un mouvement de transport. C'est ainsi que j'avais dit la fois passée que pour quadriller ces pays, il faut créer les 60 entreprises. Les 60 entreprises, leur coût de création coûte 240 millions de dollars. Seulement. Et pour le fonctionnement, l'argent est là, c'est le fonds. Parce que chaque entreprise, pour fonctionner annuellement, coûte 1,2 million. Tandis que le fonds, avec 60 entreprises, ça fait 72 millions de dollars par an pour le fonctionnement des 60 entreprises. Or, le fonds aujourd'hui dégage à peu près dans les 120 millions de dollars par an. Si les 72 millions, on peut les orienter vers ces 60 entreprises qui encadrent les pays, je pense que tout ce que nous parlons ici... On n'aura plus en temps de parler. C'est vrai, on va terminer ces débats, mais avant de terminer ces débats, je rappelle à ceux qui viennent nous rejoindre que je reçois l'ingénieur Gaston Moulaba. Il est ingénieur dans la construction. Et c'est avec lui qu'on parle tout de suite. D'ailleurs, pour terminer la question du volcan, est-ce que l'impact que le volcan a sur la route, il est toujours dévastateur? Est-ce qu'il n'y a pas d'avantage à tirer? Je vous ai dit que l'éruption volcanique, ça crée deux réactions. La réaction de peur, parce que c'est la vie qui est menacée. Ça, c'est le côté négatif de cette éruption. Et qui s'ensuit aussi avec la destruction des infrastructures. Le côté positif,
il est fertile. Il nous dégage aussi des matériaux qu'on peut utiliser Et sur la route alors? sur la route et dans les bâtiments. Ah d'accord. Oui, oui. Et donc le volcan qui a coupé la route là, ce n'est vraiment pas un très grand problème. On peut le régler très facilement et la route reprendra. Régler la route dans le cadre des choses, nous avions deux possibilités. On utilisait les 2.8 pour racler un peu les têtes des laves. Et puis, on mettait la latérite dessus. C'est tout. La latérite se trouve dans les environs. Dieu a créé dans ce monde toujours les biens et les mal. Mais ça peut créer combien? Ça peut prendre combien de temps exactement? S'ils sont organisés, ça dépend des camions qu'ils ont, Ouais. et les chargeurs qu'ils ont, et la distance des parcours. Moi, je pense dans 7 jours, ils peuvent trouver. 7 jours. Oui, oui, parce que c'est moins d'1 kilomètre la partie abîmée. Alors oui, justement, c'est moins d'1 kilomètre. Moins d'1 effectivement. Mais kilomètre. cette route, elle est capitale quand même, non? Parce que C'est c'est l'unique route entre le qui grenier. amène, et c'est une route sécuritaire d'abord. Vous savez, cette éruption a chassé aussi les rebelles. Bien sûr. Bien sûr. Ils ont fouillé. Ils pouvaient pas Là, tout le monde a quitté Oui. les coins. Bon, c'est cette route, à côté de cette... C'est sur cette route qu'on a tué l'ambassadeur d'Italie. Ah bon? C'est Oui, sur à cette route-là? à Ok. quelques kilomètres près. D'accord. C'est cette route-là. Donc ce volcan a eu aussi des effets sur, sur ces rebelles et ces petits voleurs qui ont détalé certainement. Ça a dérangé tout le monde. Alors on va terminer. Oui. Ingénieur Gaston Moulaba, en venant ici, vous êtes passé par quelle route? Ah, je suis passé par les poids lourds, Oui. dont j'ai mal au cœur. C'est une des meilleures routes qui a été construite les 10 dernières années ici à Kinshasa. Vous avez été pour quelque chose? La peur est que toutes les avenues qui tombent sur les poids lourds ont créé des crevasses. C'est-à-dire, les mouvements giratoires des camions ont fait que la route a des endroits qui sont en creux maintenant. L'eau a pris corps, donc là-bas. C'est que ça va affaiblir la route de poids lourds petit à petit si on n'intervient pas le plus tôt possible. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire généralement pour changer Ce qu'il ça? faut faire là-bas, il faut d'abord purger tout. Parce que la terre est remaniée. Et faire ce qu'on appelle des reprises sur au moins quelques mètres sur la route qui vient tomber. Là-bas, vous faites même un 10 mètres ou bien 20 mètres. Je conseille à ce qu'on puisse recourir au bétonnage. Ça veut dire Qu'on bétonne. bétonner. Bétonner ces tronçons-là qui sont... Vous voyez, la route est comme ça. Oui. Vous avez la petite route qui vient tomber sur la route et qui ronge une partie de la route. Oui. Là, il faut maintenant couper, donc équarrir. Les termes, c'est on équarrit. On purge aussi la terre qui est en bas, les fondations. On amène les matériaux nobles, c'est-à-dire on amène soit les poussières de carigré, on les met. Et la partie maintenant qui entre là, si c'est en terre, au lieu d'asphalter, vous bétonnez. C'est comme si vous allez sur l'université, vous arrivez à Capella. Oui, Capella. Capella, il n'y a pas d'autre solution que de refaire d'abord cette canalisation et bétonner toute cette partie de là où il y a des gens qui boivent du matin au soir là-bas. Hein? Il faut bétonner. Il faut bétonner C'est la solution. toute cette partie-là entre université et Kimweza. Il faut... Mais est-ce que vous êtes passé sur Willery ici? Sur Willery, c'est le carrefour qui est catastrophique. Mais c'est Il scandaleux. faut discipliner d'abord la circulation. Quand je dis discipliner la construction. En d'autres termes, ça veut dire? C'est cette construction-là qu'il faudrait maintenant qu'on sache. Parce qu'à l'époque, c'était un rond-point, c'était un mouvement giratoire. Mais maintenant, on passe presque en direct. Et quand on passe en direct, on n'a pas pris de dispositions pour réguler la circulation. Et même tous les mouvements qu'on a fait là-bas, ça crée maintenant, c'est un trou qui est là. Oui. Ce qu'il faut maintenant, il faut encore faire la même opération. Il faut enlever tout. Il faut purger. Il faut prioriser d'abord la canalisation. Mais il y a une canalisation qui traverse la commune à Kim. Il faut bien la façonner. Oui. Je ne sais pas si ça répond à la capacité des eaux qui doivent passer là-bas. Bon, de toute façon, il faut connaître l'écoulement qui est là-bas. Il est lent, il est laminaire, il est turbulent, on ne sait pas. Il faut étudier. Et puis, on refait maintenant la chaussée et
en indiquant maintenant les directions, même c'est lui qui est au volant, qui sache s'il est arrivé à cet endroit, s'il veut aller à droite, comment il passe, s'il veut aller tout droit, comment il passe, s'il veut à gauche, comment il passe. Parce que là-bas, c'est le qui-vive. Hein. Alors, la problématique des routes de Kinshasa, c'est lié à quoi? Incompétence, impréparation, insouciance, irresponsabilité? Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a un manque. Il y a la maladie congolaise, le manque de planification. Et la programmation est toujours c'est-à-dire en cascade, je dirais, interrompue. On peut faire un programme qu'on n'arrive pas à la fin. Ce sont des programmes inachevés. Et un manque de planification générale. Ouais. Mais comment Parce que si on planifiait, par exemple, maintenant, nous allons commencer la saison sèche. Il faut prioriser d'abord la réhabilitation, réparer partout où il y a eu des trous et tout en réglant la cause. Parce que cette dégradation n'est pas venue de soi-même. Il faut connaître la cause, dépister la cause et soigner l'endroit. Est-ce que les sauts de moutons vont régler quelques problèmes? Oui, les sauts de moutons ont réglé le problème là où il y a eu des embouteillages. Celui du 24 par exemple. Est-ce que ça, à la RTNC, est-ce que ça a réglé le problème? Est-ce qu'on avait besoin de créer un saut de mouton là-bas? De construire un saut de mouton là-bas? Je ne saurais pas répondre. Hein. Ça, vous savez, les sauts de moutons, ça a un aspect technique et un aspect politique. L'aspect politique, je me réserve. Mais je ne vois pas le lien entre la politique et la politique, que on met quelque chose là-bas. C'est visible. Ah, d'accord. Il y a le mot visible, impact, visible. Oui. Ah, pour que les gens voient de l'ouvrage. Oui, oui. Ça c'est politique. Moi, je me pose toujours la question, je voudrais vous la poser peut-être pour terminer. Est-ce que nous sommes obligés, en quittant la ville pour aller à l'UPN, de passer par Kitambo? Sommes-nous forcément obligés de passer par là? Non, il y a plusieurs avenues qu'on appelle les avenues intercontinentales, intercommunales qui existent. Et même les études anciennes, qui étaient des études de la BAU, avaient déjà indiqué. Par exemple, donnez-nous 2 routes. La route, par exemple... Parce que vous êtes très fort dans l'itinéraire. En tout cas, ce que est en train de faire aujourd'hui, la route, l'avenue qui quitte, ça va ressortir sur la Ténè d'Ngiringiri. Si ça sort sur la Ténè d'Ngiringiri, ça va où? Ça va à Bandalungu. De Bandal, ça remonte où ça? Ça remonte maintenant vers Delvaux. Oui, Delvaux. Oui, oui. Ça retrouve cette grande route qui va aussi au Bas-Congo. En Chine, il y a des endroits où lorsque vous prenez une voie, vous ne pouvez plus faire marche arrière, ni entrer à gauche, ni entrer à droite, jusqu'à ce que vous allez arriver là-bas. Est-ce que nous avons des routes comme ça chez nous aussi? Ou des allées comme ça, lorsque vous entrez, ben c'est fini, vous n'allez plus retourner. C'est un allée sans retour. Ça dépend de votre destination. Hein. Ici, on ne peut pas avoir des routes pareilles. Okay. Parce que les destinations sont diffuses. Hein. On ne sait pas là où quelqu'un part. Okay. Hein? Et le mouvement ici à Kinshasa qui est connu, qui est général, c'est de l'ouest vers le centre et de l'est vers le centre. C'est ce qui crée les embouteillages parce qu'au même moment, tout le monde quitte la ville pour rentrer chez eux. Oui, au même moment, nous quittons chez nous pour rentrer à la maison. Oui, oui, ils viennent comme ils repartent. Est-ce que nous sommes obligés, quand pour aller par exemple à l'aéroport, sommes-nous obligés d'utiliser Lumumba, de prendre Lumumba? Bon, on est obligé pour le moment parce qu'il y a des points obligatoires, comme les ponts Gilles. C'est pour ça que dans les émissions passées, j'avais dit qu'il fallait créer des dépassements sur la rivière Ndjili. Par exemple. Parce que maintenant, il y a un programme, il y a même un financement de la Banque mondiale de 500 millions de dollars qu'on appelle Kin Elenga, qui doit normalement fonctionner. Il suffit seulement que les projets soient ratifiés au Parlement. Si le Parlement peut être rapide, parce que je vois ici avec les levées d'immunité, ça va à pas de tortue. S'ils peuvent faire vite, de manière que ces financements de 500 millions de dollars se fassent, parce que ça relie maintenant Kisenso et Ndjili et une partie de Matete. Alors ça répondra à votre préoccupation.
Merci beaucoup, ingénieur Gaston. Vous n'avez aucune idée du plaisir que j'ai de vous recevoir et de vous poser toutes les questions dont on en a envie. Et je crois que prochainement, on reviendra pour parler d'une autre actualité, sinon d'un autre sujet sur le développement et sur la construction. Surtout, j'avais promis aux gens de parler de l'histoire de notre pays avec vous. Je crois que quand on reviendra, ça sera pour parler de ça. Il faut qu'on revienne, qu'on parle de 3C de Livingstone. Oui, c'est important. On va se lever pour dire, pour terminer cette émission. Je vous présente notre nouveau plateau, vous avez vu? Ah, Est-ce que vous aimez la nature? Vous aimez les symboles de notre culture? Ça me rappelle toute l'histoire de ce pays. Ok. Vous savez que nous avons été dépossédés et notre culture a été tronquée par des différentes religions qui sont passées dans notre pays. Parce qu'à part les explorateurs civils, officiers, tout ça, il y a eu l'entrée dans les 3 coins de ces pays. Vers l'équateur, c'était vers Mobaïmbongo, il y a eu les Capucins qui ont créé même Monseigneur Mbongo ici, qui sont entrés par là et qui ont créé la première route qui a connu aussi le premier accident de ces pays. Okay. La numéro 6. Ah, d'accord. Ça a tué le prêtre là, le curé qui avait créé, qui s'était installé à Boamanda. Ok. Alors, mais qu'est-ce que ça vous dit un éléphant? L'éléphant, ça représente quoi pour nous chez nos pays, par exemple? Ça, c'est une richesse avec sa défense. Vous savez, si les Arabes sont venus au pays, c'était à la recherche des pointes d'ivoire. Ils n'ont pas eu dans leur tête l'essence de développement. Ils n'ont rien développé. Contrairement aux Européens qui sont venus avec d'abord aventuriers, qui voulaient connaître les milieux et qui cherchaient comment vous pouvez développer le commerce à leur avantage. Tandis que ça a intéressé beaucoup les Arabes. Pourtant, ils sont tués aujourd'hui. Qui est à la base même de la traite négrière. Exactement. Mais ils sont tués aujourd'hui à l'appel. Nos bachis d'armes meurent tous les jours parce qu'il y a une activité très, très, très lucrative, malheureusement, du braconnage. Et nous perdons des animaux comme ça. Il faut les protéger. Merci beaucoup, ingénieur. Ok. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, merci d'avoir été nombreux. Vous avez suivi cette émission. Vous avez le plateau est là. Vous êtes vulcanologue, vous êtes scientifique, vous en connaissez quelque chose sur la route, sur le développement, sur la construction. Le plateau est ouvert et sans aucune condition. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Hello. Lupino bibaila biloko olia. Baina ata biloko États-Unis. Oni ko boma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino, Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis, kolia bio ekomi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila chez Mama Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te. Na ndenga mabete pona kozwa biloko ya détail yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo kombone Mama Samira makiambae. Oyoki te, otali ba info te, omoni ba maquette te, omoni signature ya ba contrat te. Seul partenaire immobilier sûr, Objectif Habitat Asbel, Maman Monseka. Kotoyo ekomi kosila. Epa na biso nungu ezala te. Tobanda na la île
tokomi na la 7 Mama Moseka partenaire ya sûr kotoyo ekomi aussi là afin que bato nyonso bazala servi mbala oyo platinum gold silver. Platinum, $6,000. Gold, $4,500. Silver, $3,500. 20 sur 20 na Maluku, na Macadam, nouvelle zone économique Pene. 400 mètres carrés, payable en 12 tranches. Pour na IP sécurité, to rassura. Maman Laure, maman y a opportunité à Koma na Gombe, avenue Lukusa numéro 5, rond-point Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif.